Donc ce matin, on va voir ensemble la retraite progressive des salariés du secteur privé et puis ensuite les droits à retraite liés à l'activité partielle indemnisée qu'on a pu connaître l'année dernière, peut-être un petit peu cette année. La retraite progressive, c'est un sujet qui est vraiment méconnu du grand public, hein, méconnu des salariés, méconnu des organisations syndicales et qui est pourtant un super dispositif pour les personnes qui sont en fin de carrière et justement qui souhaiteraient un petit peu alléger leur charge de travail tout en restant dans l'emploi. On a mis un petit support en début de présentation, c'est pas du tout pour vous faire peur. Un petit avertissement, je veux dire, en début de présentation, c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour dire que la présentation, pour les personnes qui pourraient la relire parce que pas forcément la réécouter, voilà, elle est valable aujourd'hui. La retraite, c'est un monde qui bouge, qui évolue, pardon. Et donc certaines règles peuvent être différentes si vous reprenez le support dans un an. Vous n'êtes pas sans savoir que la réforme des retraites va être reprise, alors pas en l'état, hein, mais elle va être retravaillée. Donc ça fait partie des sujets qui seront de toute façon revus. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, ça bouge. C'est pas parce que c'est vrai aujourd'hui que ce sera vrai demain. Ce sera peut-être mieux, ça sera peut-être pire, je ne l'espère pas, mais voilà, ça peut évoluer. Donc on va commencer par la retraite progressive. La définition exacte de la retraite progressive, c'est un dispositif qui permet d'exercer une activité toujours salariée à temps partiel, tout en percevant une fraction des retraites de base et complémentaires. Contrairement à un retraité à salarié en retraite progressive, reste un salarié et il continue d'acquérir des droits. C'est extrêmement important. Et enfin, un salarié en retraite progressive devra demander sa retraite définitive exactement comme tous les autres salariés. Il n'y a aucun automatisme entre les deux dispositifs. Un salarié pourrait rester en retraite progressive aussi longtemps qu'il le souhaite, bien après l'âge légal. Il continuera d'acquérir des droits, mais à aucun moment il ne basculera automatiquement à la retraite. Alors pourquoi c'est un dispositif intéressant? Parce que je vous l'ai dit au début, c'est une transition tranquille, je dirais, entre l'activité professionnelle et la retraite. Parce que le départ à la retraite, moi je fais beaucoup de stages de préparation à la retraite. Donc c'est des stages qui durent 2 ou 3 jours dans lesquels moi j'interviens pour la partie retraite, mais il y a une partie psychologique, médicale, patrimoine, etc. Il faut savoir que ce qui est dit souvent, c'est que c'est assez brutal. Ça peut être attendu, ça peut être subi, mais c'est assez brutal le passage à la retraite puisqu'on passe d'une activité normale à rien. Et donc la retraite progressive, ça permet pendant un certain temps, certain nombre de mois ou d'années, hein, il n'y a pas de limite ni en mini ni en maxi, de diminuer son activité pour basculer tranquillement, peut-être pour justement commencer à générer des activités personnelles pour pouvoir partir à la retraite de manière un petit peu plus sereine. L'autre gros intérêt, c'est que je vous disais, on reste un salarié quand on est dans le dispositif de retraite progressive. Donc, ça veut dire que l'on continue d'acquérir des trimestres et que l'on continue d'acquérir des points. Et si jamais on dépasse l'âge légal et son taux plein, on va faire de la surcote en régime général. On reviendra un petit peu hein, sur ces termes-là, sur toutes ces conditions-là. Et bien sûr, on continue d'acquérir des points du régime Agirc-Arrco. Donc voilà, deux gros intérêts, un intérêt personnel et psychologique, et puis un intérêt tout simplement financier parce qu'on continue d'acquérir des droits. Alors, je vous ai remis les bases réglementaires, les circulaires, les décrets, etc. Je ne vais pas les décrypter, mais voilà, vous pouvez, si à un moment vous avez envie, vous baser également sur ces documents-là pour peut-être chercher un petit peu plus le détail de ces règles, de la réglementation de ce dispositif. Comment faire pour rentrer dans le dispositif? Ce n'est pas compliqué, il faut avoir deux points incontournables. Pardon. C'est avoir au moins 60 ans. Donc l'âge légal diminué de 2 ans. Maintenant, l'âge légal, c'est 62 ans. Pour pouvoir entrer dans le dispositif, moins 2, c'est à partir de 60 ans. Et justifié de 150 trimestres minimum, tout régime confondu. Tout régime confondu, ça veut dire le régime de sécurité sociale, ça peut être des régimes liés à la France par des accords comme de l'européen, ça peut être des régimes, par exemple, dans l'agricole, des trimestres dans l'agricole, ça peut être voilà, tous les régimes équivalents. À partir du moment où le salarié il a 150 trimestres et 60 ans, il peut envisager de travailler à temps partiel et donc de rentrer dans le dispositif de retraite progressive. Sachant que l'activité partielle, temps partiel qui est demandée
c'est un travail entre 40 et 80% de son temps. Quelqu'un qui souhaiterait, par exemple, passer d'un 100% à 90% ne pourrait pas déclencher de la retraite progressive. La règle, c'est 40 à 80% de son temps. Donc là, on vous a remis un petit tableau des âges. Bon, bah, sachez que maintenant, hein, c'est pour tout le monde pareil, puisque depuis la génération 60, l'âge de condition d'ouverture des droits, on est passé de 60 à 62 ans. L'âge d'ouverture de la retraite progressive, 60 ans pour tout le monde. Donc l'activité à temps partiel, la règle, la définition de l'activité à temps partiel, c'est une durée de travail qui est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement par une branche ou par une entreprise ou par la durée du temps de travail applicable dans l'entreprise. Donc ça peut être soit mensuellement, soit annuellement, selon les différentes activités d'une entreprise. Dans certaines branches, on travaille annuellement, par exemple. Malheureusement pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les salariés qui travaillent en forfait jour ne sont pas éligibles à ce dispositif. C'est dans les tuyaux. Et puis donc je vous rappelle, l'activité de temps partiel, elle est au minima 40%, au maxima 80% pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Le salarié qui souhaite passer à temps partiel va devoir avoir un nouveau contrat de travail. Dans ce nouveau contrat de travail à temps partiel, il y a certaines mentions obligatoires qui seront demandées, donc la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle, très importante, puisque c'est ça qui va définir justement la fraction de retraite qui sera servie. Alors, la répartition de la durée du temps de travail dans la période considérée, bon, et les conditions de modification de cette répartition. C'est-à-dire, je passe de temps à temps, de tel temps de travail à tel temps de travail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire pour demander la retraite progressive. En revanche, il est nécessaire pour l'obtention d'un temps partiel. C'est-à-dire que le salarié doit d'abord négocier son temps partiel avec son employeur, qui n'est pas obligé d'accepter. Et l'employeur peut très bien dire oui pour un temps partiel à un salarié et non à un autre. Et malheureusement, il n'a même pas à se justifier. Donc, à partir du moment où l'employeur a refusé un temps partiel, malheureusement, le salarié ne pourra pas déclencher évidemment derrière de la retraite progressive. Mais à partir du moment où l'employeur a dit oui au temps partiel, le salarié va se tourner vers ses caisses de retraite, régime de base et régime complémentaire, pour pouvoir justement déclencher le dispositif de retraite progressive. Et là, ça ne se passera plus avec l'employeur, mais ça se passera bien entre le salarié et ses caisses de retraite. Donc, les conséquences de l'entrée dans ce dispositif sur les autres régimes de retraite obligatoires auxquels le salarié est affilié au moment où il rentre dans le dispositif, finalement, on parle d'une liquidation provisoire, mais elle est provisoire parce que ça va durer le temps le temps que le salarié reste en place dans ce dispositif. À partir du moment où il va décider de partir définitivement à la retraite, il refera un dossier complet et tout sera recalculé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où la personne va rentrer dans le dispositif, à 60 ans par exemple, elle n'aura pas forcément la totalité de ses trimestres. Et donc, ce qui va être calculé, il est possible qu'il y ait une décote qui sera donc provisoire. Et cette décote disparaîtra dès lors que la personne partira définitivement à la retraite, si elle a atteint tous ses trimestres, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien d'une liquidation provisoire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui rentre dans le dispositif de retraite progressive ne peut plus racheter de trimestre. Donc voilà, c'est un moment, peut-être une décision à prendre. Est-ce que j'ai 59 ans, je sais qu'il va m'en manquer à 62 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les rachète? Si je ne les rachète pas, je peux rentrer dans le dispositif. Si je les rachète, je pourrais toujours rentrer dans un dispositif, mais il faut que je les rachète avant de rentrer dans le dispositif de retraite progressive. Une fois que je suis en retraite progressive, je ne peux plus racheter de trimestre. Alors, on parle d'un caractère exclusif du dispositif. Il faut savoir qu'effectivement, quand on est en retraite progressive, on ne peut pas cumuler plusieurs
situation, on va dire. À partir du moment où on rentre dans le dispositif, on ne peut pas en plus avoir un maintien, une reprise d'activité professionnelle rémunérée, en plus du temps partiel que l'on vient de déterminer. C'est-à-dire quelqu'un qui était à temps complet, qui passe à temps partiel à 60% de son temps, par exemple. Si la personne redémarre un autre emploi à 40% d'un temps complet, ça va être incompatible avec la retraite progressive. Une certaine logique. La retraite progressive, elle est liée à un contrat de travail. Donc, si le contrat de travail est suspendu pour une raison ou pour une autre, la retraite progressive s'arrêtera également. On ne peut pas, par exemple, passer en retraite progressive à 60% de son temps et pour les 40%, s'inscrire et percevoir des allocations chômage. C'est soit de la retraite, soit du chômage. On ne peut pas décider de rentrer dans la retraite progressive et liquider sa retraite pour inaptitude ou pour invalidité. C'est l'une ou l'autre. Les assurés qui ont une activité professionnelle tout en, voilà, bon, ça redit la phrase juste avant, hein, tout en continuant de percevoir une pension d'invalidité, ne peuvent pas rentrer dans le dispositif. C'est l'une ou l'autre. Et de la même façon, la retraite progressive ne permet pas d'ouvrir droit à l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Il y a quelques petits inconvénients, quelques petites contraintes quand on rentre dans le dispositif. Est-ce qu'on peut modifier sa retraite progressive? Alors, oui, bien sûr, on peut modifier le temps de travail sous réserve de rester au moins 1 an dans le premier dispositif, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentrerait en 1er janvier en retraite progressive en travaillant à 60% de son temps pourra encore baisser ou augmenter hein, ce temps de travail, mais quelqu'un qui voudrait vraiment partir progressivement peut se dire je démarre à 60% et puis au bout d'1 an, rechanger pour passer à 40%. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y aura un nouveau calcul de la retraite progressive qui sera fait, puisqu'au lieu de verser 40% de la retraite, on va basculer, on en verserait 60% pour toujours atteindre les 100% du temps de travail. Et donc, et bien sûr, ce nouveau calcul tiendra compte des droits acquis pendant cette première année de retraite progressive. Et bien sûr, le salarié doit informer ses régimes de base et complémentaires de ce changement, mais de toute façon, le salarié doit toujours informer ses retraites de base et de complémentaires pour chaque changement qui pourra arriver. Et c'est aussi valable pour un retraité qui reprendrait un emploi. Le retraité doit de toute façon informer à chaque fois qu'il se passe quelque chose de particulier dans sa vie, lié à sa vie professionnelle, bien sûr. Alors, on va demander au salarié de justifier son temps de travail, si, par exemple, il est sur une fin de contrat, si c'est un CDD, on va lui demander de justifier qu'il est toujours en temps partiel pour pouvoir continuer de lui verser sa retraite progressive. Un salarié qui ne voudrait plus être dans le dispositif, il a 2 solutions. Soit il part définitivement à la retraite, et je rappelle que c'est pas automatique, il faut vraiment en faire la demande, soit il doit reprendre une activité à temps complet dans la même entreprise ou s'il était multi-employeur, de reprendre une activité à temps complet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, un employeur qui dit oui à alors soit c'est des grands groupes qui ont l'habitude des temps partiels aidés de fin de carrière et cetera. Soit c'est une entreprise moins grande, par exemple, qui va plutôt avoir l'habitude que ça va arranger que le salarié rentre dans ce dispositif. Parce qu'un salarié qui va demander à travailler à temps partiel, à 50% de son temps, par exemple, évidemment, l'employeur lui versera 50% de son salaire. Et ça peut parfois arranger finalement l'employeur d'avoir une baisse des charges salariales. Donc généralement, quand l'employeur a dit oui à une retraite, enfin du moins oui à un temps partiel, c'est assez rare qu'il accepte de reprendre le salarié à temps complet. Donc si vous avez un rôle de conseil à faire, c'est surtout de dire aux salariés de bien mesurer la perte de revenus. Parce qu'un salarié qui gagnait 100 en étant en activité, qui passe à temps partiel à 50%, par exemple, gagnera 50 et les 50% restants ne combleront pas de toute façon les 100 qu'il avait en salaire, puisque c'est de la retraite qui va être versée. Donc, vous savez tous que ce sera forcément inférieur au salaire et qu'en plus, elle est calculée de manière anticipée, donc elle peut parfois être un petit peu décotée, provisoirement, je rappelle, mais qu'elle peut être un petit peu décotée. Donc, il faut avoir en tête que la totalité de ce que va percevoir la personne en retraite progressive, de toute façon, ne fera pas 100% des revenus que la personne avait. Donc, il faut quand même
bien réfléchir avant de rentrer dans le dispositif. On peut, suspendre aussi ce dispositif, bah, pas beaucoup finalement de moments pour suspendre, mais bon, on peut envisager une cessation d'activité à temps partiel, tout simplement un congé sabbatique par exemple, ou si le salarié ne répond pas au questionnaire qui est envoyé sur le contrôle de l'activité à temps partiel. Dans ce cas-là, on va suspendre. La suspension n'est pas une suppression. La suspension peut, s'arrêter et si la personne répond au questionnaire ou, a fini son congé sabbatique, par exemple, elle va pouvoir revenir dans son activité à temps partiel et donc, recommencer à percevoir les retraites, les fractions de retraite qu'elle percevait avant, la suspension. En revanche, on peut parfois supprimer, la retraite progressive, on l'a dit tout à l'heure, en partant définitivement à la retraite, ou en reprenant une activité à temps complet, ou si on modifie son pourcentage d'activité, de temps partiel en dessous de 40 ou au-dessus de 80. Et dans ce cas-là, on va supprimer, la retraite progressive, mais attention là encore, si elle est supprimée, on ne pourra plus du tout remettre en place ce processus, ce dispositif. Donc là encore, quelqu'un qui, par exemple, travaille à 80 et qui se dit que financièrement, il ne s'en sort pas et voudrait passer à 90, ça veut dire que, par définition, on supprimera le versement de la retraite progressive et qu'à plus jamais, il ne pourra redemander, le dispositif. Donc là encore, une petite réflexion quand même avant, la prise de décision. Bruno, si tu n'as pas de questions à ce niveau? Je n'ai pas de questions. Je vais juste envoyer un petit message justement pour dire de ne pas hésiter D'accord, super. si c'était le cas. Mais on pourra effectivement, on a indiqué également que vous pouvez ouvrir votre micro et poser directement la question. On n'est pas si nombreux, donc Ça voilà. marche. Après, si tout est clair, il peut évidemment ne pas y avoir de questions en particulier. Hein. Clairement, donc voilà, vous n'hésitez pas à poser, interrompre ou à dire si ça va trop vite aussi, hein. Donc on va rentrer maintenant plutôt dans le dispositif de calcul, comment de manière pratico-pratique ça fonctionne. Hem, donc le versement qui va être fait, c'est la différence entre 100 de temps de travail et le temps de travail partiel. Donc quelqu'un qui va passer à temps partiel à 40 de son temps, donc va travailler à 40 de son temps, ça veut dire que la retraite qui sera versée, c'est 60 du montant de la retraite calculée, pas 60 du salaire. C'est le temps de travail qui va compter et c'est comme ça qu'on va, baser le calcul. Alors, des abattements sont calculés en fonction de l'âge de l'intéressé, du nombre de trimestres acquis, oui. Quelqu'un qui arrive à 60 ans, qui veut rentrer dans le dispositif et qui n'a que 160 trimestres, par exemple, alors qu'il lui en fallait 168, par définition, il aura une décote puisqu'il lui manquera des trimestres, 7, 8, 9 selon l'année de naissance. Donc, l'abattement sera calculé, mais là, je rappelle qu'il sera calculé de manière provisoire, puisque quand la personne partira définitivement à la retraite, on remet tout à zéro et on regarde ce qu'elle a comme droit. Alors là, on va faire des petits rappels sur les basiques de la retraite. Donc, j'espère que ce ne sera pas forcément des redites et que c'est des informations qui vous seront quand même utiles. Là, vous voyez qu'en haut à droite, on a le petit logo de l'assurance retraite. Donc, on parle bien du régime de base de la sécurité sociale. Comment on fait pour le calculer? On parle du salaire annuel moyen. On parle aussi du revenu annuel moyen. Les 25 meilleures années de salaire plafonné revalorisé. Pas forcément les 25 dernières. Maintenant, quelqu'un qui a fait toute sa carrière chez le même employeur, il y a de fortes chances que ce soit les 25 dernières. Mais c'est bien sur l'ensemble de la carrière. On va prendre toutes les années, pour commencer le calcul, on va prendre toutes les années qui ont 4 trimestres. Une année qui n'aurait pas 4 trimestres ne rentrera pas par définition dans le calcul. Donc toutes les années qui ont 4 trimestres, on va les prendre. Ensuite, la sécurité sociale va regarder si elles sont au-dessus du plafond de la sécurité sociale ou en dessous. Le plafond de la sécurité sociale, en 2021, il est de 41 136 € brut annuels. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui gagnerait 50 000 € cette année, c'est le plafond de 41 136 € qui serait conservé pour le futur calcul de la retraite. Alors, c'est pas la sécurité sociale fait pas ça pour se mettre des sous dans la poche, hein. Elle fait ça parce qu'on ne cotise pas sur ce qui dépasse du plafond.
C'est-à-dire que si je gagne 50 000 € cette année, déjà, je serais bien contente. Mais surtout, je ne cotiserai que sur le plafond de 41 136. Je ne cotiserai pas sur ce qui dépasse. Donc, par définition, c'est ce plafond qui sera conservé pour éventuellement le calcul de mes 25 meilleures années. Et c'est valable pour toutes les années. Plus on revient, pour les plafonds de chaque année, évidemment, hein. Je n'ai pas tous les plafonds en tête des 30 dernières années, mais c'est valable voilà, pour tous les plafonds. Si je suis en dessous du plafond, c'est bien sûr la totalité de mon salaire annuel brut soumis à cotisation retraite qui va être pris en compte. Ces salaires-là vont être revalorisés parce qu'évidemment, les salaires des années 80, 90, 2000 ne sont pas les salaires d'aujourd'hui. Donc, la sécurité sociale, tous les ans, au 1er avril, elle met en place une grille de coefficient de revalorisation qui va être appliquée l'année du départ à la retraite. Plus on remonte dans le temps, plus les coefficients sont importants, plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus ils sont faibles. Et donc, une fois que la sécurité sociale, elle a sélectionné les années de 4 trimestres et les a éventuellement plafonnées et revalorisées, eh ben, c'est pas compliqué, elle les met du plus grand au plus petit, elle prend les 25 plus grands et elle en fait une moyenne. Et là-dessus, elle va baser le taux. Le taux, il est plein quand j'ai la totalité de mes trimestres et l'âge qui va bien. 62 ans pour l'âge légal ou alors 60 ans si je suis dans le cadre d'une carrière longue, par exemple. J'ai tout ce qu'il faut pour partir, j'ai un taux plein de 50%. Si je n'ai pas tout ce qu'il faut pour partir, s'il manque des trimestres, j'aurai une décote qui va venir descendre le taux de 50%, sachant que pour l'instant, ce taux ne descend pas en dessous de 37,5 qui correspond à 20 trimestres manquants. Et puis ensuite, le troisième paramètre de calcul, c'est le ratio entre le nombre de trimestres que j'ai au moment où je pars à la retraite, où je décide de faire les calculs de départ, divisé par la durée de référence, c'est-à-dire le nombre de trimestres requis par rapport à mon année de naissance. Alors, vous imaginez bien que ce ratio ne sera jamais supérieur à 1. Ça veut dire qu'au moment où on fait le calcul, quelqu'un qui aurait 180 trimestres et à qui il en fallait 168, on retiendra 168. En revanche, s'il manque des trimestres, il manque 5 trimestres, alors non seulement le taux sera décoté, mais là, on aura peut-être un ratio de 163 divisé par 168. C'est là qu'ils viendront intervenir. OK pour le calcul de base? Donc là, on vous a remis l'âge de 60 ans auquel le salarié peut rentrer dans la retraite progressive et le nombre de trimestres qui lui sera nécessaire par rapport à son année de naissance pour avoir un taux plein. Ça veut dire qu'à quelqu'un qui est né en 1961, cette année, qui voudrait partir en 2021 en retraite progressive, s'il a 168 trimestres déjà, ça peut arriver, hein, mais dans ce cas-là, la personne, elle aura 50%, par exemple, si elle passe à temps partiel à 50%, 50% d'une retraite complète. Mais si elle n'a que 160 trimestres, eh ben, elle aura 50% d'une retraite décotée. Est-ce que c'est clair ce principe? On va dire oui. Si la personne n'a pas tous ses trimestres, on va donc appliquer une décote. La décote, retenez que c'est 0,625 par trimestre manquant. On va retirer autant de fois 0,625 du taux de 50% qu'il manque de trimestres. Il me manque 10 trimestres, je les retire 10 fois. Il m'en manque 20, je les retire 20 fois, sachant que 20, de toute façon, c'est le maximum de ce qui peut être enlevé du taux de 50%. Donc ça, ce sera enlevé, mais de manière provisoire, jusqu'à ce que la liquidation définitive ait lieu. Donc là, vous a remis un exemple de relevé de trimestre avec les années, les périodes d'activité, la nature de l'activité, surtout et le nombre de trimestres. Vous voyez que c'est que des trimestres où il y a 4 trimestres qui seront retenus. Les salaires en francs, les salaires en euros, qui seront éventuellement plafonnés si le salaire est au-dessus du plafond. Quand on parle de trimestre, on parle de trimestres cotisés et de trimestres assimilés. Donc les trimestres cotisés qui sont liés à un gain que l'on a, un salaire que l'on perçoit surtout, puisqu'il doit y avoir des cotisations. Donc juste pour information ou confirmation de ce que vous connaissiez déjà, hein, pour valider un trimestre retraite, il faut percevoir un salaire de 1 737,50 € brut, quel que soit le temps que vous allez mettre à percevoir cette somme. En un mois, un salarié qui toucherait 1 600 € brut par mois, en 4 mois, il a validé ses 4 trimestres de l'année. Si c'est un salarié qui travaille déjà à temps partiel, par exemple, et qui touche 800 € par mois,
ben, il mettra 8 mois à toucher ces 4 trimestres de l'année. Donc, ce n'est pas un temps de travail, c'est bien une somme d'argent qu'il faut gagner. Bon, ça, c'est vrai tout au long de la carrière, sauf l'année du départ. Ça, c'est plus pour votre information. L'année du départ à la retraite, pour valider un trimestre retraite, il faut travailler un trimestre civil. Mais tout au long de la vie, voilà, c'est par rapport à un SMIC qu'il faut gagner 150 fois le SMIC horaire. Je valide un trimestre retraite. Ensuite, les trimestres assimilés, c'est les trimestres qui vont venir se compléter au fur et à mesure de l'avancée dans la carrière. C'est la maladie, l'accident du travail, la maternité, l'invalidité, le chômage, le service militaire, qui vont venir s'incrémenter au fur et à mesure de la carrière. Et puis le congé parental, qui peut être ajouté au moment du départ à la retraite, à 62 ans, l'âge légal, s'il en manque. On peut ajouter le congé parental. On peut également ajouter les trimestres pour enfants, les fameux 8 trimestres pour enfants, et aussi les 8 trimestres au titre d'un enfant handicapé. Donc, voilà comment on va compléter une carrière. Valérie, j'ai une Oui. question sur la maternité. Oui. Alors, quand on parle de maternité, on parle bien un trimestre, l'année de l'accouchement, qui sont bien distincts des trimestres pour enfants. Alors, je vais vous donner un exemple très personnel, puisque moi, j'ai accouché au mois de décembre. J'ai potentiellement droit à un trimestre pour mon accouchement. Sauf que vous notez là qu'il faut 1 737,50 € pour valider un trimestre. Donc, ça fait 6 090 € brut pour valider les 4 trimestres. Une femme qui accouche au mois de décembre, elle a travaillé en général du 1er janvier, allez, mettons jusqu'au 31 août, avec les congés pato, etc. Ça veut dire qu'elle a travaillé 8 mois. Alors, quand j'ai accouché, c'était passé ça là, mais imaginons, on est en 2021, en 8 mois, il faut avoir gagné 6 090 € brut en tout pour valider les 4 trimestres de l'année. Ça se fait assez, je ne vais pas dire facilement, mais généralement, ce n'est pas par mois, les 6 090, c'est bien en tout sur les 8 mois. Donc, ça veut dire que si une personne a travaillé 8 mois, même 6 mois peut-être, du moment qu'elle a touché et qu'elle a perçu les 6 090 € minimum pour valider les 4 trimestres, c'est bon, elle a ces 4 trimestres liés à des cotisations. Ça veut dire qu'elle n'aura pas le trimestre lié à l'accouchement, parce que vous vous doutez bien que la Sécu n'en donne pas plus de 4 par an. Donc, ça veut dire que le trimestre lié à l'accouchement, ce n'est pas au nombre d'enfants, c'est lié à l'accouchement, ne peut être donné que pour des personnes qui travaillent finalement peu ou pas l'année de cet accouchement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tu me diras, Bruno. Oui, alors peut-être, est-ce que vous souhaitez prendre le micro à ce moment-là, peut-être? Peut-être lui donner la parole, oui, c'est peut-être mieux. Oui, ça sera peut-être plus simple, puisqu'effectivement, il y a d'autres questions sur les enfants. Vous avez répondu à ma question. J'ai une question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. J'ai une question subsidiaire. Je voulais savoir combien. Vous avez parlé de 8 trimestres par enfant. Oui. Y a-t-il un plafonnement? C'est-à-dire. Non. Vous avez 10 enfants, vous avez droit à 80 trimestres. D'accord. Alors, il n'y a pas de limite en nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 8 trimestres pour enfants, en fait, il y a une petite subtilité à connaître, parce que des fois, on peut être surpris, c'est que c'est 4 trimestres liés à la grossesse et 4 trimestres liés à l'éducation. C'est-à-dire qu'on va parler d'une situation pas drôle, enfin même très triste. Imaginons un enfant qui serait mort à la naissance. La maman, elle aura le droit à 4 trimestres et à la grossesse, mais n'aura pas le droit aux 4 trimestres de l'éducation. Donc voilà pourquoi des fois, ça peut arriver que la personne n'ait pas la totalité de ces 8 trimestres. Et ça donne aussi lieu à une autre information qui est que pour les enfants qui sont nés à compter du 1er janvier 2010, ces 8 trimestres sont partageables entre le papa et la maman. C'est-à-dire que les 4 trimestres de la grossesse, évidemment, restent à la femme. Pour l'instant, on va changer ça. Mais les 4 trimestres de l'éducation pourraient être donnés au papa, sous réserve que l'enfant ait au moins 4 ans, puisque c'est un trimestre par année d'éducation, et que le papa en fasse la demande. Enfin, les parents en fassent la demande, parce qu'il faut être 2 pour signer le document, évidemment. Donc voilà, ces trimestres pour enfants qui, de toute façon, ne sont donnés qu'à l'âge légal, et seulement s'il en manque sur l'ensemble de la carrière. Et qu'en est-il quand on élève des enfants qui ne sont pas les siens, mais qu'on les élève dès leur plus jeune âge parce que leur papa est veuf?
Alors, le papa, il peut avoir les trimestres. En fait, c'est ça qui a donné lieu, c'est une jurisprudence justement d'un monsieur veuf qui a dû élever ses enfants seul. Donc, le papa pourrait avoir, dans cette situation-là, alors les 4 trimestres d'éducation, évidemment, pas les 4 trimestres de grossesse. Et sinon, et la et la- compagne qui a élevé les enfants qui n'étaient pas les siens, est-ce qu'elle ne peut les avoir aura des pas. trimestres? Non, elle n'aura pas les trimestres. Éventuellement le papa, mais pas la compagne. D'accord. Même si c'est Bah, elle qui a élevé, qui a éduqué. non, mais je comprends tout à fait la situation. Même si c'est elle qui les a élevés, elle n'aura pas les trimestres. En revanche, ce qui peut se passer, alors selon le nombre d'enfants, s'il y en a 3, elle pourra avoir les 10% de majoration financière pour 3 enfants, parce qu'elle les aura élevés, mais pas en termes de trimestres. D'accord. OK? Ouais. Alors, je continue. Donc, les trimestres qui sont retenus pour le taux, mais pas pour la durée d'assurance. Rappelez-vous, il y avait dans les paramètres, il y avait des trimestres qui vont compter pour le taux et puis ensuite des trimestres qui comptent pour le ratio entre ce que j'ai et ce que je devais avoir, divisé par ce que je devais avoir. Donc, il y a des trimestres qui vont compter pour le taux, mais qui ne vont pas forcément compter comme durée d'assurance dans le dernier ratio. Tout simplement des trimestres qui peuvent être pris, qui peuvent venir d'autres régimes de base que le régime de base français, des trimestres à l'étranger, des trimestres reconnus équivalents. Donc pour les périodes avant 83, alors ça devient rare, mais des personnes qui avaient travaillé comme dans l'entreprise du conjoint ou ou chez les parents ou des activités comme ça. Des trimestres qui vont compter pour le taux, des trimestres qui vont être réalisés dans des pays liés par une convention internationale avec des accords un petit peu particuliers. Donc là, il faut vraiment se rapprocher de la sécurité sociale si on est dans ce cadre-là, parce que c'est pas n'importe quel pays, il y a des règles très spécifiques. Et puis ensuite, les trimestres qu'un salarié aura racheté, mais pour le taux seulement et pas pour le ratio final. Bon, ces petites informations supplémentaires qui n'ont pas forcément de lien avec la retraite progressive, mais qui peuvent vous intéresser. Et là, je vous disais les majorations financières. Donc, pour les enfants nés ou élevés, donc élevés dans la situation que vous décriviez juste avant, là, la compagne pourrait éventuellement percevoir les 10% sur sa retraite, puisque ça concerne bien les deux parents. Et puis la majoration de surcote, la surcote, c'est quand on a tout ce qu'il faut pour partir, donc l'âge légal, j'insiste bien sur l'âge légal, et le nombre de trimestres qui va bien. Et si on continue de travailler, on va faire de la surcote. Quelqu'un qui serait dans le cadre d'une carrière longue, qui pourrait partir à 60 ans, si la personne continue de travailler, elle ne fera pas de surcote. C'est seulement à partir de l'âge légal. OK ? Alors, pour vous donner un exemple de quelqu'un qui se dit je vais partir en retraite progressive, on a pris l'exemple d'une dame, mais ça se calculera exactement de la même façon pour un monsieur. Ce sera peut-être plus élevé pour ces messieurs. Désolé pour ceux qui seraient parmi nous, tout simplement parce que les salaires des messieurs sont quand même plus élevés que ceux des dames. Donc, malheureusement, on en est comme ça, mais sinon, le calcul sera le même. Donc, on a pris l'exemple d'une dame qui est née en février 1960 et qui a demandé sa retraite progressive au 1er janvier 2021. Donc, elle a ses 60 ans révolus et dans l'exemple, on décide qu'elle a 160 trimestres. Comment on va calculer très concrètement sa retraite progressive? On va déjà commencer par calculer sa retraite au 1er janvier. On va calculer ses 25 meilleures années de salaire. Donc, je rappelle les années calculées, donc cotisées bien sûr, éventuellement plafonnées et revalorisées. Ensuite, on va avoir le nombre de trimestres qu'elle a et le nombre de trimestres qu'il lui manque. Donc, pour la génération 60, il faut 167 trimestres. Elle en a 160, il lui en manque 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer 7 fois la décote du taux plein. Et donc, au lieu d'avoir un taux plein de 50%, elle aura un taux décoté de 45,625. Donc, pour la formule de calcul, on prend son salaire annuel moyen, multiplié par un taux décoté et multiplié par un ratio dégradé, puisqu'elle n'a pas la totalité de ses trimestres. Et on a poussé le raisonnement jusqu'à se dire qu'est-ce que ça donnerait si la moyenne de ses 25 meilleures années de salaire, c'était 30 000 euros bruts annuels. Eh bien, là, on le calcule, ça donnerait une retraite sécurité sociale de 13 113,77 euros brut annuels, soit 1 092 euros brut mensuels. Est-ce que c'est clair ce calcul?
Dites-moi juste un petit OK si ça va ou si vous voulez que je revienne dessus. Vous êtes des grands timides hein, chez DLR. Bon, je continue si vous voulez que je revienne sur le Oui, calcul je pense après. qu'on peut continuer. Ils posent leurs Voilà. questions tranquillement. D'accord. Donc voilà, le principe de calcul pour toute retraite, c'est comme ça qu'on va calculer. Là, on est d'accord que ce sera un calcul provisoire puisqu'on recalculera quand la personne partira définitivement à la retraite et on verra si elle a cotisé pour avoir ces 7 trimestres manquants et voire même si elle continue encore plus tard. Et puis, on va donc là calculer le montant de la retraite progressive qui sera servie. Donc, on a calculé avec un salaire annuel moyen de 30 000 € que la retraite serait de 13 113 € brut annuel. Si la personne décide de travailler à 80% de son temps, elle va donc percevoir 20% de retraite. Donc, on prend la retraite annuelle qu'on a calculée, on applique les 20%, ça donnera 2 622 € par an ou 218 € par mois, sachant qu'elle va percevoir 80% de son salaire. Quelqu'un qui travaillerait à temps partiel à 50%, on va verser donc 50% de la retraite qu'on vient de calculer, ce qui fait 6 656 € par an ou 546 € par mois. Et enfin, quelqu'un qui travaillerait à 40% de son temps, donc il va percevoir 40% de son salaire, on va verser 60% de la retraite, c'est-à-dire 7 868 € par an ou 655 € par mois, qui seront ajoutés aux 40% de salaire qu'elle perçoit et auquel il faudra ensuite rajouter le même calcul pour la retraite complémentaire. Donc très concrètement, c'est comme ça que cela va se calculer. Et maintenant, on va faire exactement le même raisonnement avec la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, fusion de l'Agirc-Arrco, un plafond, une première tranche de salaire, qui est le premier plafond de sécurité sociale, et une deuxième tranche de salaire qui va jusqu'à 8 plafonds de sécurité sociale. Là-dessus, on va appliquer des taux de cotisation. Alors, dans le tableau à droite, vous avez le taux de cotisation contractuel et puis le taux de cotisation là, en première ligne, qui est appelé sur les bulletins de salaire. Le taux qui est indiqué là, c'est le taux légal en France. Certaines entreprises, plutôt des entreprises très anciennes, ont parfois des taux dérogatoires pour la tranche 1, des taux qui sont un petit peu plus élevés et qui donnent donc un petit peu plus de points. Il faut savoir qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui, par définition, elle ne peut pas avoir un autre taux que le taux légal. Le taux qui est appelé sur le bulletin de salaire, vous voyez qu'il est plus élevé. Et la différence entre les deux, ça s'appelle le taux d'appel. Il est de 1,27. C'est-à-dire que les cotisations, elles sont appelées plus chères que ce qu'elles valent, pour une raison toute simple, pour pallier au déséquilibre des régimes. Ça veut dire qu'une cotisation, on la paye un petit peu plus cher que ce qu'elle vaut pour pouvoir mettre des sous dans la caisse, pour pouvoir pérenniser le système. Donc, les taux de cotisation vont être appliqués aux tranches de salaire. Donc, on a pris l'exemple d'un salarié en 2021 qui aurait un salaire de 45 355 €. Comment on fait le calcul des points? Vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Ce salaire-là dépasse la première tranche de salaire. Donc, on prend la totalité de la première tranche de salaire, on applique le taux de cotisation de la première tranche et on divise par le prix du point. Je rappelle, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul point Agirc-Arrco, il n'y a plus de point Agirc, donc il n'y a plus qu'un seul prix du point. Et on a un total de points pour la première tranche. On prend ce qui dépasse de cette première tranche, puisque nous, le plafond, vous avez vu que c'était bien plus élevé, c'est 8 plafonds sécu, donc on est à quasiment 330 000 €. Donc là, on prend ce qui dépasse de cette première tranche, dans la limite du salaire perçu. On applique le taux de cotisation de la deuxième tranche et on divise toujours par le prix du point Agirc-Arrco et donc on a un total de points pour la deuxième tranche. Et on a donc un total de points pour un salaire donné pour une année donnée. L'année prochaine, avec exactement le même salaire, la personne n'aura pas forcément le même nombre de points, tout simplement parce que vous avez sur 3 paramètres de calcul, vous en avez 2 qui bougent tous les ans. Le paramètre plafond, qui évolue tous les ans, et le paramètre point. Si le plafond augmente plus vite que le point, vous aurez plus de points. Si le prix du point augmente plus vite que le plafond, il y aura moins de points. Alors quand je dis plus ou moins, ce n'est pas à 100 points près. On passera peut-être de 146 à 149 ou de 146 à 144. Ça reste dans des proportions qui sont quand même proches.
Il ne faut pas être surpris si parfois un salaire, quand on regarde son relevé de points, un salaire équivalent, on a un nombre de points qui peut baisser certaines années. Ça veut tout simplement dire que le prix du point, il a augmenté plus vite que le plafond, tout simplement. Donc voilà pour l'exemple de calcul. Et ça, c'est fait année par année par les caisses, Malakoff Humanis, au regard des déclarations faites par les employeurs tous les ans sur les salaires de tous les salariés. Donc, on a repris l'exemple de notre petite dame, Madame Geltan, qui est toujours née en février 60. Je rappelle qu'elle a demandé sa retraite progressive au 1er janvier 2021. Elle a donc ses 60 ans. Et nous décidons, dans notre exemple, qu'il y a 9 627,88 points ARCO qui ont été donnés. Alors, je vois qu'il y a une petite faute de frappe, donc mais je la corrigerai avant de redonner le document à Bruno pour qu'il vous l'envoie, le document papier au moins. Il faut savoir que l'Agirc Arco va décider d'un coefficient d'anticipation qui sera appliqué au moment du départ. Je ne vais pas vous donner le calcul du coefficient d'anticipation, je vous montrerai le tableau tout à l'heure, parce qu'il est fait en fonction, il est décidé en fonction de l'âge et du nombre de trimestres atteints. Donc, vous allez me croire sur parole parce que vous allez voir que le tableau, il est pas forcément simple et il a un nombre d'informations très importantes, mais je vous le montrerai. Juste sachez que pour quelqu'un qui part, qui a 60 ans et à qui il manquera donc le nombre de trimestres qu'on a vu tout à l'heure, le coefficient d'anticipation pour la retraite complémentaire est de 0,845. Donc, comment ça se passe? On va prendre la totalité des points, multiplié par la valeur du point l'année du départ. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une valeur qui a augmenté beaucoup. Et puis surtout, multiplié par le coefficient d'anticipation. Et ça va donner une retraite annuelle brute versée potentiellement par la retraite complémentaire. Donc, il va venir s'ajouter avec celle qu'on a calculée tout à l'heure pour la retraite de base. Et maintenant, comment ça va se passer pour le calcul de la retraite progressive? Ça va être exactement le même principe que pour la retraite du régime de base. Par rapport à une retraite calculée à un instant T, si la personne travaille à 80%, on versera 20% de la somme calculée. Si la personne travaille à 50%, on versera 50% de la retraite calculée. Si la personne travaille à 40%, on versera 60% de la retraite calculée. Donc, en bref, pour cette personne, je rappelle, elle avait un salaire annuel moyen de 30 000 euros. On a décidé que la toute dernière année, elle allait avoir un salaire de 30 000 euros. C'est plus facile à calculer, c'est plus simple. Comment ça va se passer? Quelqu'un qui travaille à 80% de son temps, on va verser donc 20% du régime de base et on va verser 20% du régime complémentaire. Si cette personne a un salaire l'année du départ de 30 000 euros et qu'elle travaille à 80%, vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire qu'elle touchera 24 000 euros, qu'elle ne touchera pas la totalité de son salaire. Ça veut dire que la totalité de ses revenus, si elle travaille à 80%, ça va être quoi? 24 000 euros son salaire, la retraite complémentaire et la retraite de base. Et le total, ça va donner 28 691,46 euros par an ou 2 390,95 euros par mois. Donc, il faut avoir en tête que quand on rentre dans le dispositif de retraite progressive, on ne touche plus la totalité de son salaire, mais un petit peu moins. Et moins on travaille, plus la différence va être importante, bien sûr. Quelqu'un qui travaille à 50% de son temps va donc verser 50% du régime de base et 50% des retraites complémentaires, et la personne touchera 50% de son salaire. Ça veut dire qu'en totalité, elle touchera 26 728,66 euros par an, brut, au lieu des 30 000 euros de son salaire. Et quelqu'un qui travaille à 40%, puisque je rappelle, c'est la limite basse, 40% et 80% la limite haute, on versera 60% du régime de base, 60% du régime complémentaire et la personne touchera 40% de son salaire. Donc, ça veut dire qu'elle touchera en tout 26 074,39 euros par an au lieu de la totalité de son salaire. Donc, quelqu'un qui prévoit de rentrer dans ce dispositif doit avoir en tête qu'il y a quand même une perte de revenus. OK? Est-ce que vous avez J'ai une petite, il y a une petite question de Philippe Dury. Quelle serait son allocation retraite à 100%? Il n'y aurait pas d'allocation retraite puisqu'il y a un minimum de temps de travail à respecter. Donc, c'est 40%.
minimum temps de travail ou 80% temps de travail. Et si la personne, dans votre question, l'idée c'est elle part à la retraite totalement, ben, c'est pas possible puisque elle n'aura pas l'âge légal. Donc on ne peut pas partir à l'âge légal tant qu'on n'a pas tous ces trimestres. Soit on est dans le cadre d'une carrière longue ou dans un autre dispositif. Alors si vous voulez préciser votre question, je vous écoute. N'hésitez pas à prendre le micro si. Oui, si. Oui, en fait, c'est bon, Christine Dury, mais je suis sous un nom d'emprunt. D'accord. Oui, vous avez répondu à la question. Effectivement, j'étais dans l'hypothèse, vous pouvez partir à la retraite en ayant une retraite à 100%, mais j'avais loupé un tout petit morceau du raisonnement. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, donc elle ne pourrait pas en fait être à 100%. Bah, là, en plus, ça gâcherait tout mon exemple et du coup, il n'y aurait plus d'histoire puisqu'on est dans le principe d'une retraite progressive. Après, quelqu'un, effectivement, à 60 ans qui serait dans le cadre d'une carrière longue, donc pour résumer, qui aurait ses trimestres avant 20 ans, à 60 ans, alors il faut qu'elle ait son total de trimestres. On n'a pas le droit de partir en carrière longue si on n'a pas son total de trimestres. Donc ça, c'est de toute façon la règle. Donc à 60 ans, si on est dans l'exemple de Madame Geltan, à 60 ans, elle lui en manque 7. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle travaille 1 an, 3/4 pour atteindre les 7 trimestres manquants. Donc à la limite, à 61 ans et quelques, elle pourrait partir à la retraite à taux plein parce qu'elle aurait tout ce qu'il lui faut. Mais du coup, on ne parlerait plus de la retraite progressive. Donc là, on est bien dans un dispositif de retraite progressive, ça veut dire je travaille et en plus, j'ai un bout de ma retraite, tout simplement. Et je travaille à minima à 40%, à maxima 80% de mon temps. Alors, est-ce que je peux juste creuser un tout petit peu plus? Pour quelqu'un qui aurait acquis tous ces trimestres et qui pourrait partir, est-ce qu'il y a une perte de revenus entre toucher la retraite en ayant totalement arrêté de travailler ou justement utiliser ce dispositif? Là, c'est plutôt pour quelqu'un qui a envie de continuer à travailler, mais qui pourrait partir à la retraite, en fait. Alors, quelqu'un qui aurait, imaginons, 62 ans et tous ses trimestres, qui effectivement pourrait partir à la retraite. Donc déjà, le calcul qu'on va voir là dans les retraites de base et des retraites complémentaires, alors il y aura plus cette histoire de décote, puisque la personne aura déjà la totalité de ses droits. C'est-à-dire que si on revient en arrière, alors on va essayer de faire rapidement. Rapidement dans les calculs. Retraite là, voilà. Donc là, je suis à nouveau revenue sur le système de calcul sécurité sociale. Là, par définition, on n'aurait pas les trimestres manquants. Imaginons, on est dans le cas de quelqu'un qui a 62 ans et tous ses trimestres et qui veut rentrer en retraite progressive. Très bien. La personne, là déjà, elle n'a plus la décote. Donc, elle a la totalité. Elle a 50% là. Et puis là, elle a un ratio égal à 1. Donc déjà, au lieu d'être à 13 113 € en base de calcul, on sera à 15 000. Donc ça veut dire que là, quand on sera à 15 000, on verserait un petit peu plus de retraite à chaque fois, tout simplement. Et puis, si elle reste dans l'emploi, le gros avantage, c'est qu'elle va faire, là, pour le coup, de la surcote. C'est-à-dire qu'elle va augmenter ses trimestres de 1,25. Alors, la surcote qui sera appliquée au terme de la carrière, puisque quand elle partira définitivement à la retraite. Mais si, imaginons, elle reste 1 an dans le dispositif de retraite progressive, après ses 62 ans, pour la sécurité sociale, elle va faire 4 trimestres de surcote. Et la surcote, c'est 1,25 par trimestre supplémentaire fait. Donc, ça veut dire qu'en tout, elle aura 5% en plus sur le montant de sa future retraite. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, Christine, à votre question. L'autre gros avantage qu'on va avoir à ce principe de rester dans l'emploi une fois qu'on a son taux plein, c'est surtout qu'on peut échapper au coefficient de solidarité de l'Agirc-Arrco, les fameux moins 10% pendant 3 ans. Puisque pour échapper à ce coefficient, il faut reporter son départ de 4 trimestres par rapport à la date de taux plein. Est-ce que j'ai répondu, Christine? Oui, merci. N'hésitez pas, s'il faut apporter Valérie, j'ai juste une petite question de confirmation. Le taux de décote 0,625 ou 0,6875? Je crois que c'est 625. C'est 0,625. Le 68-75, c'était pour les générations antérieures. On est bien à 0,625. 0,625 de décote, d'accord. Pour la sécurité sociale. Absolument. Donc, on va justement peut-être encore plus répondre à ce que vous venez de nous poser comme question, Christine. Je rappelle qu'un salarié qui est dans le dispositif de retraite progressive est un salarié. Donc, il bénéficie de tout ce qui se passe dans l'entreprise et il continue surtout d'acquérir des droits retraite. Alors après, un salarié qui travaille à temps partiel,
Là, c'est de la négociation. Dans certaines entreprises, ça se fait ou pas. Imaginons un salarié qui travaille à 50% de son temps. Il peut négocier avec son employeur de cotiser sur un salaire reconstitué. C'est-à-dire que quelque part, il va doubler les cotisations et cotiser comme s'il avait son salaire complet. Alors, les cotisations sont à sa charge totale. Le surplus de cotisation est à sa charge totale. Pourquoi pas? Après, encore plus fort en termes de négociation, certains employeurs peuvent prendre la part patronale qui leur est due normalement pour ce surplus de cotisation. C'est une négociation. Si l'employeur n'est pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise qui précise ce point, le salarié va cotiser sur le salaire qu'il perçoit réellement. Ça veut dire que un salarié qui touchait, on va dire 1 000 € par mois, pour faire simple, va continuer d'acquérir des droits et cotiser pour obtenir des trimestres. Donc, il touche 1 000 € sur l'année, il touche 12 000. Il dépasse les 6 090 € nécessaires pour avoir les 4 trimestres, donc va forcément continuer d'acquérir des trimestres, pas de souci. Et puis, en revanche, pour la partie retraite complémentaire, il va toucher des points proportionnellement à ce qu'il percevra. Donc, il a effectivement tout intérêt à négocier de cotiser sur un salaire reconstitué, même si la part patronale est à sa charge à lui, à charge du salarié, parce qu'il va continuer d'acquérir des points. Maintenant, c'est sûr que s'il peut négocier que ces cotisations soient prises en charge pour la part patronale par l'employeur, c'est encore mieux. Tous les droits acquis pendant la retraite progressive vont bien sûr donc être pris en compte au moment de la retraite définitive ou au moment d'une éventuelle modification du taux de la retraite progressive. Je vous ai dit, pendant 1 an, la personne doit rester, si elle est à 40%, 60%, et au bout d'1 an, elle peut changer. Et là, on refait tous les calculs, et ce qui a été acquis pendant la première année de retraite progressive va rentrer dans le nouveau calcul. Donc, tous les droits acquis vont rentrer dans le nouveau calcul. Et je rappelle juste qu'en regard du rachat de trimestre, ce n'est pas possible quand on est en retraite progressive. Donc, les nouveaux trimestres, 6 090, c'était l'année dernière. C'est 6 150 € brut cette année pour valider les 4 trimestres. Donc, on a pris l'exemple d'un salarié dont le salaire annuel est de 30 000 € qui déciderait de travailler à 40% de son temps. Il aurait donc un nouveau salaire de 12 000 €, soit une somme plus élevée que celle nécessaire pour valider les 4 trimestres. Donc là, il n'y a pas d'impact. L'impact véritable, il va être plus sur la retraite complémentaire et sur les points qui sont toujours proportionnels au salaire qu'on perçoit. Donc forcément, si on travaille moins, le salaire est moins élevé, donc le nombre de points sera moins élevé, sauf si on peut négocier de cotiser sur un salaire reconstitué. J'ai une petite question sur le fait de changer de taux d'activité possible tous les ans. Oui. Et éventuellement par tranche. Est-ce qu'il y a des tranches minimum? Alors, il faut toujours rester entre le 40 et 80% par rapport à un contrat initial. Donc, quelqu'un qui passe d'un contrat initial de 100% de son temps à 80 peut descendre l'année d'après à 60 et puis l'année d'après à 40 et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, non, puisque 40, c'est le mini. Donc, il peut descendre il n'y a pas de tranche minimum. Effectivement, c'est à sélectionner directement par le collaborateur. Exact. Enfin, c'est toujours de la négociation avec l'employeur, attention. Oui, aussi, oui. Voilà. C'est d'abord de la négociation avec l'employeur et puis après, le salarié, il nous informe, il refait un dossier et il nous informe qu'il est passé de 80 à 60 ou à 70 ou à 75. Voilà. Donc, ça peut être effectivement 55-45. J'ai un complément de… Ah oui, effectivement, il n'y a pas du tout de… alors, ne me demande pas si ça peut faire 52-48. Là, j'ai un doute. je pense pas. Voilà. Mais ça, je peux vérifier, effectivement. Donc, concernant la retraite complémentaire… Est-ce qu'on avait bien répondu à la question? C'était Isabelle Lacoste qui posait cette question. Je ne sais pas si vous avez eu confirmation. Oui, c'est bon. Super. A priori, on a répondu. Merci. Merci à toi. Concernant donc la retraite complémentaire, au moment où on va calculer, on l'a vu dans les exemples, s'il y a un coefficient d'anticipation en retraite sécu, il y aura un coefficient d'anticipation en retraite complémentaire qui sera recalculé de la même façon si la personne elle change son taux, tout simplement. Et dans tous les cas, de toute façon, tous les points qui sont acquis au fur et à mesure qu'on cotise dans le dispositif de retraite progressive, de toute façon, sont pris en compte, soit pour recalculer le taux si on change, recalculer
calculer la retraite progressive si on change de taux de temps de travail, soit si on part définitivement à la retraite. Tout ce qu'on cotise est pris en compte, il n'y a aucun souci là-dessus. On reste vraiment un salarié quand on est en retraite progressive. Et par définition, quand on partira définitivement à la retraite, le calcul qui sera fait de toute façon ne peut pas être inférieur à ce qu'on percevait en retraite progressive. Je ne crois pas que ce soit jamais arrivé puisque de toute façon, on continue d'acquérir des droits. Mais on le redit pour rassurer tout le monde. Petite question complémentaire. Combien de temps avant la date anniversaire il faut demander d'éventuels changements? Est-ce qu'il y a un délai à respecter Alors, je pour dirais, éventuellement moi, le changer plus tôt donc de possible. taux? Le plus tôt possible, parce que c'est pas des dossiers qui sont traités en priorité. On traite en priorité dans toutes les caisses, c'est pareil. À la sécurité sociale, c'est pareil. On traite en priorité les dossiers de liquidation définitive, toujours. Donc, dès qu'on parle de modification, le plus tôt possible, on s'y prend. Je dirais 4 mois, ce serait bien. Il n'y a pas de délai de prévenance particulier. Maintenant, forcément, ce ne sera pas mis à jour tout de suite. Donc, si vous faites une modification, réfléchissez, enfin, incitez le salarié à s'y prendre le plus tôt possible. D'accord. Donc, pas de délai Non. impératif, mais plutôt au moins 4 mois, effectivement. Oui, comme une demande normale de départ à la retraite. Le minimum, c'est 4 mois. Donc, inviter les salariés à faire comme une demande classique de départ à la retraite. Mais Bruno, tu seras d'accord avec moi pour dire que dans les caisses de retraite, on ne s'engage jamais sur des délais. C'est vrai. Donc, on fait toujours au mieux, effectivement. Ben, bien sûr. Puis en plus, ouais. ça dépend si vous tombez au moment des congés, au moment des... je vais vous dire, c'est 4 mois, et puis vous allez tomber... Allez, un truc de dingue, de la science-fiction, au moment d'une pandémie mondiale. Bon, ben, il y a un petit peu des dérèglements partout, donc forcément, voilà, inviter les salariés 4 mois avant, c'est bien, c'est les délais classiques et légaux, donc là, on rentre dans du réglementaire, donc on serait un peu plus sûr d'avoir un dossier qui soit à jour au moment où vous le souhaitez. La retraite progressive, souvent, enfin moi c'est très souvent, on me dit mais c'est plus intéressant la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, c'est le fait de décider de partir à la retraite définitivement et puis ensuite de reprendre un emploi. Et on a fait tout à fait le droit aujourd'hui de parler de cumul emploi-retraite. Donc le cumul emploi-retraite, c'est une règle qui a été assouplie sous Hollande et qui aujourd'hui permet de reprendre un emploi dans des dispositions un peu plus faciles. Et on va parler de cumul emploi-retraite total ou restreint. Le cumul emploi-retraite total, c'est quand on est parti à l'âge légal, à 62 ans. À 62 ans, à condition d'avoir bien sûr liquidé tous ses droits à retraite, enfin de ne pas avoir de petites retraites qui traînent de ci, de là, à l'étranger, etc. Bien, on est parti à la retraite, on a l'âge légal 62 ans ou l'âge automatique du taux plein, mais enfin c'est rare les gens qui reprennent le travail après 67 ans. Mais à 62 ans, l'âge légal, on peut reprendre. Et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune règle, aucune contrainte. Il n'y a pas de temps limité avant de pouvoir reprendre un emploi. Vous finissez le 31 décembre chez quelqu'un, vous reprenez le 1er janvier chez quelqu'un d'autre, pas de souci. Quel que soit le salaire que vous allez percevoir, ça ne viendra pas modifier les versements des retraites que vous êtes en train de percevoir, etc. Si vous partez à 62 ans, il n'y a aucune règle, aucune contrainte. En revanche, un salarié qui partirait dans le cadre d'une carrière longue, c'est-à-dire avant l'âge légal. Alors, avant l'âge légal, c'est par exemple le handicap aussi, mais c'est assez rare de la même façon que les personnes qui partent dans le cadre du handicap recherchent à prendre un emploi à nouveau quand elles sont à la retraite. Mais quelqu'un qui est en carrière longue, oui, bien sûr. Mais ces personnes qui ont cette chance de pouvoir partir plus tôt, la sécurité sociale, elle dit attention. Jusqu'à 62 ans, il y a quand même des contraintes. La première contrainte, c'est un délai de 6 mois avant de pouvoir reprendre une activité chez le dernier employeur en tant que salarié. Et l'autre contrainte, et je vous épargnerai les détails, c'est des limites de ressources. C'est-à-dire que l'ensemble des ressources, retraite, sécu, retraite complémentaire, éventuellement autre retraite perçue, plus le salaire nouvellement perçu, ne doivent pas dépasser un certain plafond. Si ça déplace ce plafond, c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que les caisses de retraite vont amoindrir, limiter le versement de leur retraite pour que tout rentre dans le plafond. Si le salaire perçu il est énorme, tant mieux. Elles peuvent même suspendre le versement de ces retraites. Et ça, de toute façon, maximum jusqu'à 62 ans.
La contrainte, elle s'arrête aux 62 ans du retraité. Ça veut dire elle dure maximum 2 ans, la contrainte, entre 60 et 62 ans. Et à 62 ans, si la personne est toujours dans l'emploi, eh ben, on va lui reverser toutes les retraites qu'elle devait percevoir initialement, plus son salaire si elle est toujours dans l'emploi. Et là, pas de problème, elle fait ce qu'elle veut. Donc, il y a une petite contrainte quand on est quand on est parti dans le cadre d'une carrière longue, mais cette contrainte est de maximum 2 ans. Et l'autre gros point très important, c'est que quand on fait du cumul emploi-retraite, quand on a liquidé ses droits à la retraite, à ce jour, quelqu'un qui reprend une activité professionnelle n'acquiert plus de nouveaux droits retraite. C'est-à-dire que la personne va cotiser, parce que tout le monde cotise sur tout, y compris la retraite, mais n'aura pas de nouveaux droits retraite. Ça, c'est hyper important. Et donc, on a voulu faire un petit avantage, inconvénient, si on veut, hein, mais un petit comparatif du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive. Le cumul emploi-retraite, on peut avoir un salaire complet, retravaille à 100% de son temps, est parti à 62 ans et retrouve un emploi à 100% de son temps, mais aura 100% d'un salaire. En retraite progressive, on parle d'un salaire entre 40 et 80%, enfin entre 20% et 60%, puisque ce qui va être versé en retraite. La retraite, elle est servie en totalité dans le cumul emploi-retraite, si bien sûr on respecte les règles de cumul, si on est parti avant 62 ans. Là, c'est servi seulement justement par rapport au temps de travail, donc 60% maximum, 20% minimum. Donc là, aucune acquisition de nouveaux droits. Là, en retraite progressive, acquisition de nouveaux droits à retraite. Parce que tant qu'on est en retraite progressive, on est un salarié et on continue de cotiser. Et puis, l'autre point important pour la retraite progressive, c'est que si on dépasse son taux plein d'1 an, alors le taux plein, je rappelle que c'est avoir atteint l'âge qui va bien et avoir le nombre de trimestres qui va bien. Quand je dis l'âge qui va bien, ça peut être l'âge légal, mais ça peut aussi être l'âge dérogatoire de 60 ans, par exemple, si on est dans le cadre d'une carrière longue. Si on dépasse d'1 an cette date de taux plein, on supprime le coefficient de solidarité. Et la retraite progressive, c'est un excellent moyen de dépasser d'1 an, parce que les salariés que je rencontre très généralement me disent « Ah oui, mais moi j'en ai marre, je suis fatiguée, etc. J'ai pas envie de continuer. » Mais le fait de continuer en retraite progressive reste quand même un travail, mais un travail un petit peu moins fatigant, peut-être dans le sens où il n'est pas à 100%. Et permet de décaler d'1 an et donc de supprimer les fameux moins 10% du coefficient de solidarité. J'ai une question sur les forfaits jours. Oui. Peut-être que la personne Suzy Touron, peut-être souhaitez-vous poser la question, parce qu'elle est un petit peu longue. Si vous pouvez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, absolument. Bonjour. Effectivement, un petit peu compliqué de l'écrire. Oui, c'est. Voilà, en fait, on a le sujet pour un salarié qui jour. Ah, on vous entend plus là. Oui, on vous entend plus loin, oui. Allô? Oui. Oui. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un cadre en forfait jour qui souhaite prendre de la retraite progressive. Ouais. Et donc, il faut qu'on le passe en forfait heure, si j'ai bien compris. Voilà. Et la question était de savoir à partir de quand on doit le faire passer en forfait heure, puisque du coup, il va perdre ses RTT. Enfin voilà, il y a une perte, on va dire, entre et le passage. Et le but serait que le plus tard possible, en fait. Alors, on n'a pas bien tout entendu, mais je vais essayer de vous résumer ce que j'ai compris. Vous avez donc un cadre qui est en forfait jour. Vous allez le passer en forfait heure pour qu'effectivement il puisse bénéficier du dispositif. Et quand est-ce qu'il faut le faire pour qu'il perde le moins d'avantages possible? Tout à fait. OK. Je dirais que là, pour le coup, si cette personne, elle est imaginons qu'elle veuille partir en retraite progressive un 1er janvier 2022, étant donné que nous, on va calculer, enfin nous et la Sécu par rapport à un contrat de travail, il faut qu'au moins
au 1er décembre, elle ait ce contrat de travail qui soit peut-être même avant, je dirais 1er septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 1er septembre, puisqu'on demande de faire la demande 4 mois avant, elle fasse la demande. Donc 4 mois avant, elle doit avoir ce contrat de travail sur lequel nous, on va poser le temps et puis sur lequel on va pouvoir verser la pension complémentaire. Donc cette personne-là, vous allez la verser sur un contrat mensuel au 1er septembre. Donc, et puis qui sera à 100% de son temps. Et puis au 1er décembre, elle passera à, je sais pas, à 80% de son temps. Et nous, on se basera là sur le contrat à 100%. On va calculer ses droits, retraite, et on en versera 20%. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, juste si j'ai bien compris, donc moi, 4 mois avant, je lui fais un contrat en forfait heure à 100%. Oui. Vers RTT à ce moment-là. Et ensuite, un mois avant, je le passe à 80%. Pas un mois avant. Si vous faites son contrat, imaginons, au 1er septembre, il est dans un contrat mensuel, et au 1er janvier, il passera en retraite progressive. Voilà, dans l'idée, ce serait ça. Donc, voilà, il n'a pas à passer à temps partiel avant la mise en place en fait, de la retraite progressive. Ah maintenant, c'est concomitant, exactement. Voilà, on est bien d'accord. Donc, on peut faire effectivement. Enfin, le but, c'est vraiment que tout se suive. Exactement. En revanche, la demande, faites-la bien en amont, en disant au 1er janvier, monsieur ou madame vous souhaite passer à temps partiel 80% de son temps, etc. Et justement, on va voir là ensemble les demandes, comment elles se font. Enfin, là, c'est pour le coup, vous allez lui faire son contrat et lui va faire sa demande de retraite progressive auprès de nos services et de la sécurité sociale. D'accord, oui. OK, hein? Très bien. Mais le même jour, normalement, si tout se passe bien, il travaille à 80% de son temps. Et alors là, on va voir les paiements, hein, mais la mise en place de la retraite progressive, elle est sera au même jour. Oui. Et du coup, quand il fait sa demande, il l'a fait avec son avenant à 100%. Exactement. Ok, oui, c'est cette info-là, je crois qu'il me manque. Alors, il fera avec son avenant, il fera avec son contrat à 100% et son avenant à 80%. Voilà, mais avec Hein? les deux dates différentes. Exactement. Ok, j'ai tout compris. Super. Merci Et beaucoup donc, à vous. de rien, merci de la transition parce que justement, comment ça va se passer dans le cas que vous venez d'évoquer, mais c'est pour tout le monde pareil. À partir du moment où la personne a son contrat à 100%, et puis elle va avoir un nouveau contrat de travail à 80%, enfin avec un temps partiel, peu importe. Et donc, elle va faire une demande à la CNAV ou CARSAT, selon qu'elle est en région parisienne ou en province, et à la GERCARCO. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez une demande de retraite unique en ligne pour les demandes définitives de départ à la retraite, mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser pour la retraite progressive. Donc, les salariés vont devoir utiliser les bordereaux de demande classiques. Alors, un bordereau retraite progressive qui existe tout fait pour la sécurité sociale et un bordereau classique de demande de départ à la retraite. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, c'est pas très gros, mais tout en bas, il y a une petite case à cocher, retraite progressive. Et puis, il y aura tout un tas de documents à fournir pour pouvoir mettre en place les dispositifs. Mais voilà, les démarches sont à faire parallèlement dans chaque régime. Et ça, c'est bien aux salariés. Alors, vous avez le droit d'accompagner, mais c'est bien aux salariés de faire cette démarche-là avec ces caisses. Avec vous, c'est simplement le contrat de travail qui doit être négocié entre vous et le salarié. Alors, on vient de dire que la mise en place de la retraite progressive, c'est concomitant au contrat de travail. Il faut avoir en tête que les paiements, ce ne sera peut-être pas tout à fait ça. Il peut aussi y avoir du retard. Je préfère quand même prendre les devants. La retraite, elle est versée donc mensuellement maintenant. Ça, c'est indéniable. Enfin, ça fait quelques années, presque une dizaine d'années. La retraite Sécu, de manière globale, et ce sera pareil pour la retraite progressive, elle est versée le 9 ou 10 du mois d'après. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de madame tout un instant qui a parlé, le cadre qui sera peut-être en retraite progressive au 1er janvier, dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, si tout le dossier est complet, etc., il aura son premier versement sécurité sociale le 9 ou 10 février. La retraite complémentaire paye en début de mois, mais elle attend toujours que la Sécu ait fait son premier versement. Ça veut dire que la retraite progressive complémentaire ne serait pas versée le 2 ou 3 janvier, s'il part 1er janvier, mais sûrement le 2 ou 3, non pas le 2 ou 3 février non plus, puisque la Sécu n'aura pas fait son premier versement, mais elle sera faite les jours qui suivront ce premier versement. Alors, c'est janvier et février qui seront payés, évidemment. Et puis ensuite, le 2 mars, il y aura le versement retraite complémentaire, le 9 mars, le versement Sécu, et ainsi de suite.
Mais peut y avoir un non-paiement au tout début, puisque les retraites complémentaires attendent toujours que la sécurité sociale ait fait son premier versement, et puis ensuite, ça suit son cours. Alors ça, c'est de l'information aussi complémentaire, hein. En retraite, on parle toujours de montant brut. Sachez que sur la retraite sécurité sociale, les prélèvements sociaux, alors on n'est pas sur un salaire, hein, c'est pas 25%, mais c'est 9,10% qui sont prélevés, qui sont essentiellement CSG, CRDS, bien sûr, et la contribution de solidarité à l'autonomie. Et sur les retraites complémentaires, c'est 10,10%. Alors, on a un point en plus, tout simplement parce que pour les retraités, je parle pur retraités, on reste quand même cotisant à la sécurité sociale maladie, c'est-à-dire les remboursements, etc. Et ce pourcentage, il est là. Alors là, pour le coup, quelqu'un qui est en retraite complémentaire, en retraite progressive, pardon, va cotiser à la sécurité sociale maladie avec ce petit 1% et va cotiser à la sécurité sociale maladie avec ses cotisations salaires. Il ne sera pas remboursé 2 fois s'il est malade. Mais voilà, il y aura une petite cotisation en plus. Donc, moi, j'invite les salariés qui me posent la question à retenir que globalement, sur l'ensemble des retraites, il y a des prélèvements à hauteur de 10%, hein, puisque ce n'est pas 9 plus 10, hein, c'est 9 sur une somme, 10 sur une autre somme. Donc, pour des facilités de calcul, je leur dis de retenir environ 10% de prélèvements sociaux. Alors, on vous a remis aussi les contacts utiles, donc notre site internet, les espaces sécurisés, etc. Les salariés peuvent aussi avoir tout un tas d'informations. Donc, l'espace client retraite, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, vous pouvez les inviter à se connecter. J'ai remis également le numéro de téléphone sécurité sociale, l'assurance retraite, le site internet de la sécurité sociale sur lequel il y a quand même beaucoup d'informations et qui est somme toute assez intuitif. Et là, je vous ai mis le numéro de téléphone des SICAS, j'aurais pu mettre le mot SICAS. Les SICAS, ce sont les bureaux physiques de la GIRCARCO, puisque j'aurais peut-être dû commencer par ça. Malakoff Humanis, par rapport à la GIRCARCO, on est une caisse de retraite et on gère pour le compte de la GIRCARCO. La GIRCARCO ne gère pas fondamentalement les points retraite des salariés. Elle donne plutôt les grandes directives, le prix des points, l'évolution, etc. Mais ce n'est pas elle concrètement qui gère, et Malakoff Humanis, au même titre que plein d'autres caisses, AG2R, Clésia, etc., on gère pour le compte de la GIRCARCO. Mais les caisses de retraite ne reçoivent pas de public. Et donc, il y a des bureaux qui s'appellent des SICAS, qui vont d'ailleurs changer de nom, je crois, cette année, et qui sont basés un peu partout en France, dans les grandes villes, dans certaines mairies, il peut y avoir des permanences. Et donc, ils ont un numéro de téléphone national que le salarié peut contacter aussi pour se faire aider sur un choix des fois de temps de travail, pour faire le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, que je vous ai présenté. C'est pas facile de le faire tout seul, donc on ne sait pas toujours dans quoi on se projette. Donc c'est un numéro de téléphone que vous pouvez facilement donner parce que c'est des gens en général qui sont souvent très bien accueillants, très bienveillants et qui vont aider le salarié à peut-être se projeter et prendre la décision, la meilleure décision possible. Et puis le 3983, c'est un numéro de téléphone qui est dédié à toutes les questions retraite que vous pouvez donner sans restriction aussi aux salariés qui viendraient vous contacter pour avoir des informations plus détaillées sur leur vie professionnelle, sur éventuellement des mises à jour ou des modifications à faire avant de se lancer justement dans la retraite progressive. Parce qu'avant de se lancer dans une retraite progressive, il faut vérifier que la carrière que l'on a, elle est déjà à jour, qu'il ne manque rien. Ce serait dommage de se baser sur des calculs erronés. Et donc là, les fameux tableaux de coefficient d'anticipation de retraite complémentaire, hein, je vous avais dit qu'il fallait me croire sur parole, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'année à laquelle je veux partir, ça dépend de quel âge j'ai dans l'année, 63 ans un quart, et demi, 3 quarts, etc. Donc voilà, je vous épargne ça pique un peu les yeux, mais c'est dans ces grands tableaux qu'on trouve les coefficients d'anticipation de retraite complémentaire. Alors Bruno, c'est toi le gardien du temps, j'ai pas d'heure sous les yeux. Il est 26, on est quasi dans les temps. J'ai une petite question qui vient juste d'apparaître avant. Voilà. Quand on a eu des périodes en tant que fonctionnaire qui n'apparaissent pas dans le relevé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est normal qu'elles n'apparaissent pas dans le relevé de trimestre parce que ce n'est pas le régime. Quand vous avez demandé votre relevé de carrière sur l'assurance retraite,
vous auriez dû avoir un feuillet relatif justement à cette carrière-là. Si vous ne l'avez pas reçu, alors il faut vous rapprocher de comment s'appelle la caisse qui gère ça. Bruno, note le nom de la personne et éventuellement ou mettez votre adresse mail sur le fil de discussion parce que j'ai un trou. Faut se rapprocher de la caisse à laquelle vous avez cotisé pour avoir ce relevé d'informations justement relatif à votre carrière. Mais par définition, la période de fonction publique n'apparaîtra pas sur le relevé de trimestre d'assurance retraite des trimestres cotisés dans le secteur privé. Ce seront 2 feuillets différents de toute façon. D'accord, j'ai l'adresse mail, hein. Merci Madame Lacoste, hein, comme ça, voilà. Ouais, je reviendrai vers vous parce que là j'ai un trou. Et 26, on est déjà un petit peu en retard parce que je voulais aussi vous parler donc alors ça va être rapide, un peu plus rapide là pour le coup, mais les droits à retraite qui ont été acquis avec cette activité partielle un petit peu particulière qu'on a vécue l'année dernière. Alors pour le coup, on va d'abord commencer par la retraite complémentaire parce que c'est celle-là qui va être la plus impactée par rapport à cette activité partielle. Il faut savoir que les heures d'activité partielle, indemnisées hein, toujours, ne sont prises en compte qu'à partir de la 61e heure. Si un salarié a eu 50 heures d'activité partielle indemnisée, elles ne seront pas prises en compte pour le calcul des points qui a été mis en place l'année dernière. Donc, c'est vraiment à partir de la 61e heure, de toute façon, on va faire des exemples, hein, que des droits vont être calculés. Alors, ouvrez grand vos oreilles et j'espère que vous n'avez pas encore la faim qui va vous déranger. Comment on va faire pour calculer ces droits? On va commencer par calculer un coefficient qui va venir majorer le salaire réellement perçu. Pour calculer ce coefficient, on va prendre deux paramètres. Le paramètre, c'est le total d'heures d'activité partielle indemnisée au cours de l'exercice civil. Alors, quand je parle d'un exercice civil, on parle d'une année, mais si la personne, elle a travaillé que quelques mois, on va parler en mois ou en semaines, etc. Mais on parle toujours de toute façon d'une année civile. On va regarder combien d'heures la personne a eu en termes d'activité partielle indemnisée. Et puis l'autre paramètre, le T, hein, qui est en bleu, c'est le nombre d'heures de travaillées par rapport à un temps complet. Donc, une année civile, par définition, c'est 1825 heures. Et on va ensuite calculer donc un fameux ratio, un fameux coefficient. Et comment on fait? On prend le nombre total d'heures indemnisées en activité partielle, desquelles on retire les 60 premières heures, puisque je vous ai dit, celles-ci ne donneront pas de droit. Et ensuite, on divise ça par le nombre total d'heures de l'année, moins le nombre d'heures de travail d'activité partielle indemnisée. On matérialise tout ça par un exemple. On a pris l'exemple d'un participant en activité partielle indemnisée qui aurait eu 280 heures l'année dernière de travail indemnisé, d'activité partielle indemnisée, et qui, dans la totalité de l'année 2020, a eu un salaire brut annuel de 38 077 euros. Comment on va faire le calcul des points liés à cette activité partielle? On commence par calculer le coefficient dont je viens de vous parler qui va venir majorer le salaire. Donc, la personne a eu 280 heures d'activité partielle indemnisée. On retire les 60 premières heures. Et puis ensuite, on divise ça par la différence entre le nombre total d'heures de l'année moins les heures d'activité partielle. Et ça nous donne un ratio de 0,1429 qu'on va appliquer sur le salaire réellement perçu. Donc, on va reconstituer un salaire de base. Comment on fait? On prend le salaire que la personne a réellement perçu, pardon, 38 077 multiplié par le ratio qu'on vient de trouver, par le coefficient, et ça donne 5 441 euros. Ça veut dire que le salaire reconstitué de ce salarié-là, pour l'année 2020, c'est 43 518 euros. Et vous noterez que c'est un salaire qui est supérieur au plafond de la sécurité sociale. On a fait exprès pour vous montrer le calcul. Est-ce que jusque-là, ça va? Première étape, on reconstitue un salaire grâce à un coefficient. Et ensuite, on va calculer les points donc non cotisés, puisque par définition, à ce jour, on a calculé des points pour le salaire réellement perçu. Ça, c'est fait automatiquement par rapport à la déclaration annuelle des salaires. Mais en plus, donc, on va calculer les points par rapport à ce qu'on vient de recalculer, de réactualiser, de revaloriser. OK ?
Je vous ai dit, attention, le salaire, donc il était de 43 518 €. Il dépasse la première tranche de salaire. Donc, on va s'appliquer déjà à calculer les points de la première tranche. La première tranche, on prend la totalité du salaire, de la tranche, pardon, et on retire le salaire pour lequel on a déjà calculé des points, celui réellement perçu. Et donc, le solde, sur ce solde-là, ben, on va appliquer le taux de cotisation légal et on va diviser par le prix du point, ben, évidemment la valeur au moment où on fait le calcul. Et ça donne un nombre de points lié à la première tranche de salaire. Maintenant, on a vu ensemble que le salaire reconstitué, il était supérieur à la tranche 1. Donc, on prend, comme pour n'importe quel calcul, on prend la totalité du salaire, on retire la totalité de la tranche 1, et donc on a la tranche 2 qui va venir donner lieu à des points. Donc, 2 382 € qu'on va multiplier par le taux de cotisation de la deuxième tranche, et on divise toujours par le prix du point à Gercarco. Et donc, on a des points pour la tranche 2. Et donc, pour ce salarié-là, avec un salaire de 38 077 € et 280 heures d'activité partielle indemnisée, il aura ses points pour son salaire de 38 077 €. Ça va être calculé automatiquement. Et en plus, il aura 34,17 points calculés gratuits au titre de cette activité partielle indemnisée. Donc, voilà comment ça va se passer au titre des droits retraite liés, alors droits retraite complémentaires liés à l'activité partielle indemnisée. Le cas particulier d'activité partielle concernant la sécurité sociale, là, je vous ai repris la petite phrase que je vous avais mise sur la retraite progressive. En 2021, je rappelle qu'il faut 6 150 € bruts pour valider 4 trimestres. Notre salarié, tout à l'heure, il a gagné 38 077 € pour un temps plein de 1820 heures. Il a une période d'activité de 280 heures. Donc, ça veut dire que les 38 077 € pour un temps complet de 1820 heures, ça fait 20,92 € de l'heure. Si on calculait ce qu'il a réellement travaillé et non pas les heures de travail activité partielle indemnisée, il a travaillé 1540 heures à 20,92 € de l'heure. Ça veut dire qu'il a cotisé en gros sur un salaire de 32 216 € brut, largement supérieur à la somme nécessaire pour valider les 4 trimestres. Donc l'impact, il est de 0 parce que de toute façon, il a validé ces 4 trimestres sans problème. L'impact, il pourrait être visible pour des personnes qui étaient en activité soit des tout petits contrats, des nombres d'heures très faibles par semaine. On va parler peut-être des femmes de ménage, on va parler des gens qui avaient quelques heures dans les supermarchés. Ils ont peut-être eu moins d'activité partielle que les autres, les pauvres. Mais voilà, des tout petits contrats sur lesquels il peut effectivement y avoir un impact et n'avoir que 3 trimestres au lieu de 4. Mais c'est ça qui va pouvoir éventuellement impacter. Mais pour quelqu'un qui avait un salaire, on va dire, relativement classique, qui s'est retrouvé un certain nombre d'heures en activité partielle indemnisée, en retraite sécurité sociale, l'impact, il est quasiment inexistant. Et j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter ce matin. Mon adresse mail si vous avez besoin d'informations complémentaires, ou vous passez bien sûr par Bruno qui fera suivre.